3 millions d'années que cet immense amoncellement de rocs a commencé à défier l'océan. Par une éruption décisive, celle qui a enfin fait pointer le nez de l'île au-dessus des flots. Des flots par 4000 mètres de fond, elle s'était patiemment bâti un socle au fil de centaines de millénaires de poussées incandescentes venues des entrailles de la Terre. Il faudra encore plusieurs autres centaines de milliers d'années pour que cette montagne, qui culmine aujourd'hui à un peu plus de 3000 mètres, et à qui l'on a donné le joli nom de Piton des Neiges, cesse son inexorable croissance. L'île de la Réunion n'avait pourtant pas encore son visage actuel, car c'est un autre volcan, né à quelques kilomètres du premier, par l'effet du jeu continu des glissements de l'écorce terrestre, qui allait donner la touche finale à l'ensemble. La fournaise, qui poursuit aujourd'hui encore sa colossale tâche de bâtisseur d'espace, a pris progressivement le relais d'un Piton des Neiges rendormi et livré aux attaques conjuguées du vent et de la pluie. Ce sont elles qui lui ont sculpté ces traits burinés, à nul autre pareil dans cette région du globe, issue de la lente séparation entre le continent africain et l'Inde, qui a prêté son nom à l'océan sous lequel se poursuit cette dérive sans fin. Ces cimes abandonnées aux violents caprices des cyclones tropicaux dominent aujourd'hui 3 grands cirques, produits de l'effondrement du réservoir de magma qui se trouvait sous le volcan d'origine. Victime de son propre poids, le vieux massif a ainsi créé Sillaos, Mafat et Salazie, creusés dans son flanc comme autant de cicatrices d'un passé de feu. Et sur les sommets et les crêtes qui surplombent l'ensemble, la force de l'eau a petit à petit lavé les pentes abruptes et emporté des pans entiers de cet univers minéral couché en strates de colères volcaniques successives. Elle en a jalonné le paysage de vestiges d'éruptions en autant de dentelles de pierre, striées de ravines d'apics et de cascades vertigineuses. Paradis pour amateurs de sensations fortes et de défis aux éléments. Ce monde de remparts, de falaises, de gouffres et de roches nues aux teintes qui portent toujours la marque de leur incandescence originelle, c'est encore du ciel qu'on en découvre le mieux l'attrait sauvage. Quand le jeu subtil de l'ombre et de la lumière en souligne la majesté, et que le vieux Piton, redevenu silencieux, contemple serein les montées de sève régulières de cette fournaise qui poursuit l'œuvre par lui entamée. Longtemps, très longtemps, les deux volcans ont œuvré de concert, mêlant leurs coulées de lave en 2 vastes hauts plateaux, entre 1000 et 1600 mètres d'altitude, qui jettent un pont entre eux et permettent la traversée de l'île. Ils portent le nom inattendu de plaine. C'est de l'autre côté de ces plaines que s'ouvre le domaine lunaire du Piton de la Fournaise. Lui en est à sa 4e renaissance, qui le fait glisser toujours un peu plus vers le sud-est. Du haut de son enclos, où il culmine actuellement à 2631 mètres d'altitude, il règne sur un univers de cônes, de scories, de coulées de lave aux couleurs changeantes selon leur ancienneté, et de vastes étendues de sable noir. L'histoire du massif se lit sur ces traces d'éruption, car ce volcan, du même type que ceux de l'archipel hawaïen, a la particularité de multiplier ses bouches éruptives, dont les restes, parfois rougis par l'oxydation,
jalonnent ces pentes pour le plus grand plaisir des randonneurs. Elles peuvent apparaître un peu partout sur cet ensemble largement fissuré. Parfois même, invisibles en surface, des tunnels ont fait jaillir la lave bien plus loin que le lieu apparent de l'activité. Mais le cadre privilégié de ces éruptions, qui surviennent assez régulièrement, reste l'enclos délimité par 2 hauts remparts qui montrent le passage vers l'océan. Les hauteurs de la fournaise sont striées par les marques des coulées successives. Et elles aboutissent à un double cratère, le Bory et le Dolomieu. Leur formation initiale remonte à moins de 4700 années. Le cratère Dolomieu lui-même n'est en fait que le produit d'une série d'effondrements récents qui datent de 1931 et qui continuent à évoluer. Et quand la fournaise se met à gronder, en général 1 fois par an, le spectacle devient fabuleux. Il ne présente que rarement un réel danger pour les populations, car le volcan, mis sous surveillance sismologique étroite, a le bon goût de prévenir avant d'entrer en activité. Et ses éruptions sont rarement explosives. Cela ne signifie pas qu'elle ne réserve pas de surprises. Comme en 1976 et en 1981, où les coulées ont surgi hors de l'enclos, envahissant lors de la première le village de Piton-Sainte-Rose et agrandissant l'île d'1 douzaine d'hectares en 1986 à la pointe de la Table. Ces coulées peuvent atteindre jusqu'à 10 km de longueur. Elles peuvent être lisses, plissées en longs drapés, ou rugueuses et hérissées d'aspérités que l'on nomme des gratons, par analogie d'aspect avec la graisse de porc bouillante jetée dans de l'eau froide. Les cônes de scories, quant à eux, dépassent rarement les 100 mètres de haut. En moyenne, le volcan émet quelques 10 millions de mètres cubes de lave basaltique par an, de quoi créer de bien belles émotions et reprendre régulièrement un spectacle souvent aussi craint qu'admiré par les habitants de l'île. Fournaise envoûtante, qui entretient son atmosphère de mystère et fait de la Réunion cette enclave tropicale hors du commun, où l'on peut, en quelques instants, passer du monde minéral et lunaire de l'étrange et multiséculaire plaine des sables, aux douceurs du lagon, comme au charme discret de ces cirques où se nichent des paysages et des souvenirs magiques. Ces cirques, ils sont le cœur de l'île. Curieuses forteresses que défendent des murailles escarpées, souvent infranchissables, auxquelles on ne parvient que par d'étroits goulets que dévalent des rivières torrents au cours capricieux. Sillaos, le pays où il fait bon vivre selon une expression malgache, n'était accessible jusqu'au milieu des années 30 qu'en chaise à porteur. Et à vrai dire, on ne se bousculait pas pour s'y rendre.
Cet ancien refuge d'esclaves en fuite n'a été ouvert aux colons que tardivement, en 1826, alors que, quelques années plus tôt, un chasseur de cabris venait de découvrir ce qui fait depuis l'une des richesses naturelles du lieu, ses sources thermales. C'est ainsi que les petits blancs, souvent contraints de vendre leurs terres à sucre aux grosses compagnies, ont progressivement gagné les hauts et les cirques pour essayer d'y lancer de nouvelles cultures, plus rentables à l'échelle de leurs moyens. Avec le vin, les lentilles et les broderies qu'on appelle ici des jours, elles sont l'image de marque d'une petite cité qui ambitionne de se muer en véritable lieu de cure et s'en donne progressivement les moyens, tout en essayant de respecter les traditions et les traces de l'histoire. Messilaos, c'est aussi le rendez-vous des randonneurs et des passionnés de la nature. Incontournable point de rencontre pour adeptes du grand frisson de la descente en rappel par les cascades sans fin. Le canyoning s'y est taillé son royaume et marqué ses classiques pour amateurs avertis. Le bras rouge en est un qui se lie en défi à l'ombre du Grand Morne et du Piton des Neiges. Tout cela n'est qu'avant-goût pour la plus connue de ces étapes, les chutes de fleurs jaunes dont les voies d'escalade viennent tout juste d'être ouvertes. C'était en 1989. Un long goulet de 520 mètres de dénivelé au départ d'un bloc de rocher à 1290 mètres d'altitude. Père tranquille s'abstenir ou prévoir la notamine. Il ne faut pas exclure pour autant les multiples autres points d'initiation qu'offre le relief chahuté du plus sec et du plus méridional des cirques réunionnais. Quelques minutes d'hélicoptère et contraste. Voici l'univers verdoyant de Salazie, l'un des greniers agricoles de la Réunion. C'est le plus peuplé, le plus riche, le plus accessible et le plus survolé des cirques. C'est aussi le plus grand et le plus arrosé, qui se love autour du Piton d'Anchin, refuge présumé d'un esclave du même nom,
dont la paisible et familiale existence a peut-être, selon la légende, désarmé son découvreur, un chasseur de noirs dont on rapporte pourtant la cruauté. C'est à Salazie qu'outre les longues et photogéniques traînées blanches du voile de la mariée, jaillissant sous les hauts plateaux rocheux de Bélouve, on répertorie le site de canyoning le plus vertigineux au monde. La Ravine Blanche, un à pic de 700 mètres, avec pour la première cascade 400 mètres de parois sans interruption jusqu'au premier bassin. Ce n'est qu'en juillet 1992 que la Compagnie des Guides de la Réunion a établi ce record en réussissant sa descente après 5 jours d'efforts. Plus classique, mais non moins impressionnante, la rencontre avec le trou de fer. Rendez-vous obligé des balades en hélico. Mais pas toujours comme ici, en remontant les gorges étroites du bras des cavernes qui y mènent, entre ces parois aux 800 mètres d'abrupt. Bien sûr, il est des chutes plus impressionnantes. Mais ici, c'est précisément l'étroitesse du lieu et sa vertigineuse verticalité qui vous prennent aux tripes en découvrant ce gouffre aux pentes moussues qu'enjambent 4 cascades sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé. On peut aussi accéder au sommet du trou de fer par une marche en forêt sur le plateau de Bélouve qui domine Salazie. Mais y descendre en rappel est une autre affaire. C'est pourtant l'exploit réalisé en septembre 89 par une téméraire équipe de 3 fervents adeptes du canyoning. Depuis, peu d'expéditions ont renouvelé cette descente en file d'araignée en raison des difficultés techniques qu'elle représente. Il faut 3 jours, approche comprise pour la réaliser, alors que les conditions météorologiques peuvent être très rudes. Ce type de descente, avec un dénivelé négatif de 969 mètres, est une référence mondiale. Elle nécessite une grande expérience, une préparation minutieuse et un exceptionnel engagement physique et psychologique. À quelques tours de pale de là, les agglomérations du cirque respirent, elles, un bien paisible parfum campagnard. Qu'il s'agisse de l'ancienne station climatique de Helbourg ou des nombreuses petites mares autour desquelles se sont établis autant d'îlettes, de hameaux noyés de verdure. Salazie même, petit bourg niché autour de son église, n'est qu'un point de rencontre central. Car partout, on peut découvrir de vieilles et pimpantes petites cases créoles, soigneusement rénovées pour en conserver tout le charme. Autour d'elle s'étend un univers de jardinets et de fleurs éclatantes. Hibiscus, bougainvilliers, roses de porcelaine, anthurium et orchidées prolifèrent en ces lieux. Les haltes gastronomiques abondent elles aussi, et pour cause. Le cirque est parsemé de vergers, de bananeraies, de cressonnières, de potagers et de treilles à chouchous. Le chouchou, un légume tropical à la délicate saveur, devenu l'emblème d'une région où on sait le mitonner sous toutes les formes et le préparer à toutes les sauces.
Ici, on est à des lieues de Saint-Denis et de ses embouteillages. Salazie respire le calme de ces pays où l'on s'est encore laissé le temps au temps. Plus de 6500 habitants y résistent à l'attraction des grandes villes côtières, Saint-André et Saint-Benoît. Mieux, la modernisation permanente du réseau routier et des équipements amène bien des citadins à redécouvrir les vertus d'une mise au vert le temps d'un week-end ou de quelques jours de congé. Salazie fait partie de ces havres de fraîcheur où l'on se réfugie quand sur les plaines côtières la chaleur devient accablante. Voilà pourquoi, entre Rivière-du-Mât et Forêt-des-Hauts, règne encore ce subtil art de vivre hérité du passé. Au rendez-vous des randonneurs, sous l'imposante stature du Piton des Neiges, quand les écarts se frottent aux cimes et que le ciel est à l'écoute du murmure des eaux, comment ne pas s'imprégner de l'harmonie des lieux pour y faire moisson de sagesse. Mafate, l'étrange, la sauvage, le plus chaotique des cirques, encore inaccessible par la route, seul l'hélicoptère omniprésent et des sentiers de montagne qui s'accrochent aux parois avec une ténacité insoupçonnée en permettent l'abord. Au fond, la rivière des Galets et ses affluents, ses bras et ses ravines se frayent un chemin tortueux entre les détritus volcaniques qui forment autant de chaînons montagneux séparés, creusés par l'érosion. Les pluies violentes des saisons cycloniques qui gonflent une multitude de ravines alors fougueuses continuent à sculpter les sols friables et à découper d'étonnantes colonnes et des clochetons qui donnent à Mafate l'aspect d'un vaste champ de ruines. Ça et là se maintiennent quelques points d'habitation, quelques îlettes accrochées à flanc de coteaux sur d'étroites plateformes. Quelques centaines de descendants de Noirs qui avaient fui l'esclavage et de petits Blancs à la recherche de nouvelles terres y vivent une existence modeste autour de quelques cultures vivrières traditionnelles. La plus grande partie du cirque, qui appartient au domaine public, est gérée par l'ONF, qui assure avec la collaboration des habitants la mise en valeur des terres exploitables, le reboisement et l'entretien des sentiers. De tout temps, Mafate a attiré les amoureux de nature sauvage. Plusieurs gîtes d'étape, des chambres d'hôtes et des refuges leur offrent un accueil adapté à la durée et au type d'activité qu'ils souhaitent pratiquer. Quant aux hauteurs qui surplombent le cirque, elles sont le paradis des deltaplanes et des parapentistes qui peuvent s'offrir des émotions à l'échelle d'un site grandiose. La configuration de la Réunion se prête à merveille à ce type de sport, dont les adeptes se déplacent de piton en piton pour expérimenter toutes les possibilités que leur offre un relief particulièrement favorable. Et c'est vrai que les flux aériens permettent de longs moments d'intense bonheur à ceux qui s'élancent des cimes vers l'océan. Il est des indices qui ne trompent pas. Chaque année, l'île accueille des compétitions internationales auxquelles participent désormais les plus grands spécialistes mondiaux. Et comment, après s'être offert ce survol étonnant,
Ne pas se laisser tenter aussi par la grisante sensation de dominer d'un seul regard le cœur de l'île. Ici, du haut des Trois Salazes, sur l'étroite crête qui a plus de 2000 mètres d'altitude sépare Mafate de Cilaos, c'est un exploit qui n'est pas à la portée du premier venu. Saint-Denis, le chef-lieu. Son histoire se confond avec celle de la colonisation d'une île jusque-là inhabitée. Le premier gouverneur décida de s'y faire construire une demeure dès 1668. 3 siècles plus tard, les traces de ce riche passé jalonnent toute la ville, devenue la plus importante de l'outre-mer français. Depuis la préfecture, ancienne résidence des gouverneurs, jusqu'au muséum du Jardin de l'État, en passant par les vieux quartiers de la Compagnie des Indes, blottis autour de la cathédrale, ou en remontant par la rue de Paris, bordée de vieilles maisons coloniales qu'avait édifiées avec goût la bourgeoisie créole, Saint-Denis s'est parlé au cœur. Tous les quartiers historiques sont soigneusement protégés et progressivement restaurés. Mais Saint-Denis, c'est aussi une ville vivante, marchande, moderne, centre incontesté de l'activité administrative et économique, carrefour obligé entre l'aéroport à l'est et la zone portuaire à l'ouest. Du coup, elle souffre d'embarras chroniques de circulation que les services de l'équipement s'efforcent de régler par le percement de nouvelles voies rapides et l'aménagement d'itinéraires de contournement. Saint-Denis a aussi ses nouveaux quartiers, qui la poussent progressivement vers l'est. Expansion démographique oblige. Le pôle administratif lui-même suit cette tendance, comme la région, qui a bâti son hôtel en forme de pyramide inversée à 2 pas du campus universitaire du Chaudron, à 2 pas aussi du quartier le plus populaire de la ville, où se tient 2 fois par semaine un marché haut en couleur. Saint-Denis, lieu de rencontre et de joie de vivre. Saint-Denis, creuset d'un peuple aux multiples origines. Saint-Denis, paisible ville tropicale au charme hors du temps. Au-delà de l'aéroport de Gillot s'ouvre le pays de la canne, l'Est verdoyant, principal siège de l'activité économique encore dominante de l'île, le sucre. Les champs de canne y épousent chaque coteau. Ils y côtoient les allées qui mènent aux anciennes propriétés de ceux qu'on appelait autrefois les gros blancs, grands propriétaires terriens qui ont ainsi leur fortune sur cette industrie naissante sur laquelle ils avaient tout misé. Et c'est là, au pied de ces splendides constructions créoles au décor de dentelle, que s'exprime aussi la culture de tout un petit peuple, celui sans lequel il n'y aurait eu ni richesse, ni aussi subtil mélange de coutumes et de traditions venus de 3 continents.
L'Est, c'est le jardin de l'île Bourbon. Les alizés qui accrochent leurs nuages sur ses hauteurs et arrosent abondamment ses fonds de vallée lui offrent un microclimat en forme de cadeau de la nature pour la canne, mais aussi pour toutes les autres formes de culture. Les épices, le café et aujourd'hui la vanille en ont fait la réputation. C'est pour développer ces cultures que la Côte au Vent est devenue la terre d'asile d'une nombreuse main-d'œuvre venue des continents voisins. Celle-ci a pu sauvegarder ses coutumes et ses religions. Leur célébration rituelle s'inscrit d'ailleurs dans le calendrier des manifestations culturelles réunionnaises, sans que personne n'y trouve à redire. Le Cavadi épouse, en février-mars, l'un de ses visages les plus spectaculaires. Tradition bien ancrée de la culture indienne avec ses autels couverts de fleurs et ses pénitents à la peau transpercée d'aiguilles d'argent, il est l'un des signes évidents de la vitalité de la foi tamoule. Des temples tamouls à l'architecture colorée sortent régulièrement de terre. Eux aussi témoignent de la cohésion d'une communauté attachée à ses rites. Mais l'Est, c'est aussi la luxuriance d'une végétation où s'interpénètrent des fougères arborescentes, des orchidées levées autour de vieux troncs moussus, des lianes, des fleurs vives et toute une faune paisible qui semble parfois surgie de la nuit des temps. L'eau, qui a permis cette exubérance, offre ses cours tumultueux aux défis que se jettent à eux-mêmes ceux qui, au fil de torrents endiablés, y partagent le plaisir de chercher leurs propres limites. Le plaisir de s'affronter aux forces impétueuses de la nature. Et tout cela pour mieux goûter ensuite le calme des frondaisons romantiques qui ombragent les cases d'autrefois. Témoin d'une communion qui dépasse les ethnies, les lieux de culte nombreux émaillent toute l'île. Ceux de l'Est parviennent en outre à marier le classicisme aux plus folles créations, comme cette église de Sainte-Anne qui paraît sortie d'un rêve du facteur cheval, métissage surprenant de l'inspiration statutaire tamoule et de la ferveur chrétienne. Il faudrait des années pour en décrypter tous les symboles dont ces paroissiens l'ont patiemment orné. Alors que c'est une colère du volcan qui, en épargnant Notre-Dame-des-Laves, a permis à Guy Lefebvre, un maître verrier local, d'y exprimer sa foi. Le Sud, c'est la réunion de la pêche, de l'artisanat, des fleurs, des épices et des bonnes tables abondamment garnies de fruits de mer. Normal, dans un pays sauvage aux multiples petites criques battues par l'océan libre droit devant de toute terre émergée jusqu'au Kerguelen et à l'Antarctique. Des criques d'où s'élancent avec adresse des pêcheurs aux qualités d'acrobates quand il s'agit de vaincre le ressac pour aborder entre deux déferlantes un minuscule port d'attache. Sud romantique et parfumé, au jardin plus fleuri encore qu'ailleurs. Aux cases pimpantes, noyées de verdure, et surtout cerné d'une débauche de floraison. Les cultures d'ail, de safran, de palmiste et de vanille
côtoie les ruchers de Saint-Philippe à Saint-Joseph, les deux extrêmes de ce rivage indompté. Sans oublier les orchidées, auxquelles un climat propice offre un terrain d'élection, reine parmi une flore déjà surabondante. On murmure aussi qu'entre tous ces joyaux de la nature, le Sud offre un autre trésor. C'est le trésor de la beauté. Mais c'est sans doute un parti pris, tant on la croise d'un bout à l'autre de la Réunion. En remontant progressivement de cette terre extrême que se disputent les flots vers l'ouest et ses sables, surgit une autre zone de production intensive de canne. L'usine du Gaulle, implantée au bord d'un étang et d'une forêt littorale protégée, est le troisième grand centre de production de sucre et de rhum. Autour de lui, veillent aussi quelques-unes de ses grandes propriétés dont le style et l'architecture évoquent irrésistiblement les demeures de la Louisiane. Que de parenté entre ces cousines contemporaines des grandes vagues de peuplement français outre-mer. Ce sont les rives du couchant qu'ont choisi les parapentistes comme but de leur audacieux envol. De leur tremplin des hauteurs du Maïdo, cette fois le dos tourné au cirque, ils s'élancent pour rallier une toute étroite bande de sable proche de la ferme d'élevage des tortues marines. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette effervescence sportive n'entre pas en compétition avec les traditions et les coutumes si vivaces dans les communautés d'origine indienne. Le soir venu, les tambours battent parfois le rythme de l'appel à la marche sur le feu. C'est la foi qui fait alors oublier les braises chauffées à blanc et cérémonieusement étalées par ceux qui détiennent le savoir ancestral. Eux seuls savent faire traverser cette étendue incandescente sans la moindre douleur, à qui fait confiance et surtout à qui ne regarde pas en arrière. Et voici l'ouest historique des premiers Français. C'est ici que s'ouvre le grand livre du peuplement de la Réunion. À partir de la baie de Saint-Paul, dont les plages de sable noir et les grottes taillées en abri ont accueilli 12 mutins exilés de Madagascar en 1646 et qui, en fait de bagne, ont découvert un paradis. L'Éden pour vacanciers, style bronzette, planche à voile et ski nautique s'y est taillé son domaine. Tout cela au bord d'un lagon de 27 km de long.
Sur la face occidentale du tombant du vieux massif originel, les madrépores, à l'abri des grands coups de butoir des tempêtes, ont pu établir leur colonie et étirer leurs cordons de corail fragiles. Les plages de sable blanc que leur cycle de vie et de mort engendre déploient de Bouc-en-Canotte à la Saline tout l'éventail des loisirs balnéaires modernes. L'essentiel des installations hôtelières est regroupé sur cet espace, encadré par des falaises vives, des gouffres et des siphons souffleurs créés par les couloirs de lave qui plongent dans la mer. Plage familiale, plage à la mode, plage sportive, elles sont le rendez-vous dominical de tout Saint-Denis, mais aussi l'espace de détente populaire d'une jeunesse fascinée par les prouesses des surfeurs californiens. Les spots de Saint-Leu, des Roches-Noires et de Boucan ont acquis leur stature internationale et figurent déjà au programme des compétitions pour le titre mondial. Il ne faut pourtant pas trop se fier au côté paisible de ces longues enfilades soumises aux caresses du soleil. Car même si tout est détente et appel au farniente, les jours de gros temps et de forte houle, le Grand Bleu sait rappeler sa force et prouver qu'il est maître chez lui. Domaine du rêve et du silence. Domaine qui récèle bien des secrets de l'origine de la vie et sait les mettre en scène autour du récif qui serpente le long de la côte sous le vent. Cette barrière de corail s'est lentement édifiée sur l'étroite bande littorale protégée des plus grosses intempéries, un peu comme par miracle, car l'île ne possède pas de plateau continental. À l'exception pourtant d'un petit embryon, face au cap Laousset, où à 5 km au large, les fonds ne dépassent pas 60 mètres de profondeur. Partout ailleurs, c'est le grand fond. Ce lagon, sous haute surveillance car il est d'une fragilité extrême, porte sur son tombant une splendide collection corallienne. Dans cet écosystème complet, où chaque être vivant dépend de l'autre, se sont développés des édifices souples, semi-rigides ou rigides de toutes formes et de toutes les couleurs. On trouve, près des côtes de la Réunion, un échantillonnage extraordinaire de toutes les merveilles que peuvent, au fil des années, former les polypes coralliens en se nourrissant des micro-organismes en suspension dans l'eau.
Un seul conseil pour en préserver les charmes, les laisser s'épanouir là où ils sont, sans céder à la tentation de les briser pour se constituer un désuet et bien inutile souvenir de voyage. D'innombrables animaux vivent en harmonie dans ces massifs aux reflets chatoyants sous la lampe des plongeurs. Ici, une danseuse espagnole, mais aussi des mollusques, des crustacés, des serpents de mer, des vers marins et bien sûr des poissons. Certains se montrent parfaitement familiers et ne craignent pas l'approche de l'étrange bipède qui fait des bulles. D'autres, plus prudents, préfèrent se dissimuler sous les entrelacs de coraux. Il est vrai que la qualité gustative de la chair du mérou, des capitaines et des rouges les amène bien souvent à finir leur existence dans une cocotte accarie. Il y a peu d'épaves autour de l'île. Le ressac trop violent a tôt fait d'en disperser tous les éléments. La seule en état, point de randonnée sous-marin presque obligé, c'est celle de ce ligneur formosant, le Haïsiang, sabordé en 1981 parce qu'il était hors d'état de prendre la mer, et coulé par 52 mètres de fond au large de la pointe des aigrettes de Saint-Gilles, où il sert de récif artificiel. L'épave, étonnamment bien conservée, a vite été adoptée par la faune du lieu qui en connaît tous les recoins. Le corail lui-même a commencé à en coloniser les superstructures, alors que les bancs de poissons se livrent autour d'elle à un ballet permanent que ne règle aucun chorégraphe. Plaisir des sens pour les plongeurs avertis, car les courants sont capricieux dans ce périmètre. Mais comment résister au plaisir de découvrir un vaisseau fantôme ? Même les poissons de grand large s'approchent parfois de cette zone. Et il n'est pas rare de croiser un banc de barracudas. Bien plus exceptionnelle est la rencontre avec le grand marlin bleu, que l'on observe plus souvent au bout de la ligne des pêcheurs au gros qu'en toute liberté dans son élément. Attention pourtant à certaines espèces dont les couleurs chatoyantes et l'allure princière ne doivent pas faire oublier qu'ils peuvent être toxiques ou venimeux. La superbe rascasse volante, le ptéroïs est de cela. Son système de défense rappelle celui du hérisson. Menacé, il dresse ses longs rayons venimeux pour se protéger. Et que dire des multiples espèces de raies qui hantent les fonds sablonneux ? La raie torpille s'y enfouit pour mieux se dissimuler au regard, en ne laissant dépasser que ses yeux. Gare à l'imprudent venu la déranger, elle délivre une décharge électrique anesthésiante à qui s'approche de son aiguillon.
Sa proche cousine, la raie pastenague, préfère s'assoupir sous un pâté de corail. Si les poissons, en règle générale, ne se défient pas trop des plongeurs qui ne les agressent pas, il est quand même des jeux qu'il vaut mieux laisser aux vrais habitués. Par exemple, celui qui consiste à faire des câlins à une vieille murène. Même si ce gracieux poisson aux allures de serpent de mer n'est ni venimeux, ni belliqueux. Ce qui est sûr, c'est que la murène n'attaque jamais en pleine eau, et que confiante, elle accepte d'être nourrie de la main de l'homme. De jour, il est rarissime de la voir sortir de son trou dans le récif, où elle se love en ne laissant dépasser qu'une gueule béante et largement ouverte, mais c'est juste pour respirer. Ces morsures sont alors surtout accidentelles, par simple réflexe de défense. Plus sournois est le poisson-pierre, aux tannes de vieux corail qui attend immobile sur le fond qu'un imprudent passe à portée de sa gueule. L'essentiel est de ne pas poser le pied sur son dos aux épines redoutables. Les requins. Ils incarnent les plus vieilles peurs. Eux aussi circulent sans passeport. Dans cette fosse, de faible profondeur, des dizaines d'entre eux tournent inlassablement, sans que l'on ne sache trop bien pourquoi. Tous les requins ne sont pas agressifs, mais la plupart sont potentiellement dangereux. Surtout pour le pêcheur qui commettrait l'erreur fatale de traîner ses prises sanguinolentes à la ceinture. Majestueux spectacle pourtant, que ce balai de prédateurs redoutés, mais à l'humeur moins imprévisible qu'on ne le prétend. Ces seigneurs des mers ont un comportement, une façon de nager, qui permet de déceler s'ils sont prêts à l'attaque ou s'ils sont simplement indifférents.
plongeur chevronné n'ignore aucun de ces signes, et il sait prudemment battre en retraite quand il le faut. Ainsi, des profondeurs de l'océan au sommet des cimes volcaniques, La Réunion est tout ce bouquet d'images et de sensations. Elle est à la croisée de toutes les influences qu'elle a su fondre et marier dans son creuset de tolérance et d'espoir. Voilà bien, Réunion, pourquoi on ne peut qu'aimer ton nom.